Voilà les invités qui arrivent pour ce premier plateau. Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver donc, ici au 104 pour cette soirée de débat. Ensemble, on va donc discuter de ces intelligences artificielles qui nous excitent, qui nous bousculent, qui nous interrogent, qui nous font faire parfois des cauchemars la nuit, à entendre certains propos, certains qui n'hésitent pas à parler d'apocalypse pour prédire un sombre avenir. En tout cas, on va profiter de la chance d'être encore ici, les pieds bien ancrés sur terre, pour en discuter et réfléchir dans le calme avec nos invités donc, sur les enjeux et la question éthique donc, de ces intelligences artificielles, parce que je crois qu'on peut vraiment en parler au pluriel. Amael Guiton, vous êtes journaliste à Libération, vous êtes juste à ma droite. On est ensemble pour questionner nos invités donc, sur ce thème de l'IA dans nos sociétés avec ces enjeux scientifiques et éthiques, thématiques dont on va également discuter avec vous, puisque à l'issue de chaque débat, on vous passera des micros pour une discussion et des questions directement aux invités. Vous aurez un quart d'heure pour cela donc, à l'issue de chaque discussion. Alors les invités de ce premier plateau, Isabelle Falque-Pierrotin, vous êtes présidente de la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté. On va parler avec vous de ce débat public que la CNIL a animé entre janvier et octobre dernier, et qui a fait l'objet d'un rapport autour des enjeux des algorithmes, en l'occurrence, et des intelligences artificielles. Catherine Malabou, vous êtes philosophe et professeure à l'université de Kingston en Angleterre, et puis également à l'université de Californie à Irvine. Et vous avez publié il y a quelques mois à peine Les Métamorphoses de l'intelligence. On parlera du cerveau avec vous, un livre qui est paru aux presses universitaires de France. Cédric Villani, vous êtes mathématicien et député de La République En Marche, et vous êtes chargé donc, pour le gouvernement d'une mission sur l'intelligence artificielle, avec un rapport qui devrait arriver quand d'ailleurs, Cédric Villani? Parce qu'on a parlé de fin janvier, en réalité ce sera un petit peu plus tard. Hein. Oui, le calendrier a été revisité. Fin janvier est effectivement la date où nous présenterons nos conclusions au gouvernement, en fait dans quelques jours, mais le rapport sera rendu public seulement quelques semaines plus tard, en même temps que la feuille de route du gouvernement sur laquelle on aura travaillé dans l'intermédiaire. Bon, bah Ce sera une façon de montrer que ce rapport a pour ambition non seulement de dégager une vision, mais de travailler sur le programme opérationnel et la façon d'adapter les rouages étatiques. Bon, il y aura peut-être des idées que vous pourrez puiser également ce soir, qui sait, au cours des discussions pour alimenter ce rapport. Et puis, Pascal Demurger, vous êtes le directeur général du groupe Maïf. On verra concrètement avec vous justement comment une entreprise comme la vôtre a réussi à intégrer l'intelligence artificielle et ce que ça peut changer aussi au niveau des personnes qui travaillent au sein de votre groupe. Amael, je vous laisse la parole. On va commencer avec vous, Isabelle Falque-Pierrotin. Mathieu Vidard le disait, vous avez mené une concertation, alors consacrée plus largement aux algorithmes, mais qui, de fait, a abordé la question de l'intelligence artificielle. Ça fait partie de vos missions, de mener cette réflexion sur l'éthique du numérique. Qu'est-ce qui en est ressorti de ce débat et de ce rapport en termes de questionnement, de grands enjeux, d'inquiétude aussi? Déjà, le point de départ de ce débat public, parce que dans le fond, ce n'était pas obligatoire nécessairement que la CNIL organise un débat public sur la question des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Le point de départ, c'était en fait un sondage que nous avons réalisé il y a environ un an, qui montrait que, dans le fond, les Français avaient bien identifié ce nouvel objet technique de leur vie quotidienne, mais que cet objet, en fait, était une sorte de boîte noire. Et que cette boîte noire était en sorte un peu une sorte de précipité de toutes nos angoisses. Alors la place de l'humain par rapport à la machine, la place de l'Europe par rapport au reste du monde, la place du travail par rapport à la machine. Et nous nous sommes dit, évidemment, il faut arriver à dépasser simplement cette espèce de constat douloureux. Et donc le rôle du débat public, ça a été vraiment de donner la parole, dans le fond, à plus de 60 organisations qui se sont emparés du sujet et qui, chacune, dans leur champ respectif, ont justement exploré ces questionnements éthiques. Alors, ils existent, bien sûr. Ils existent, alors ce n'est pas le lieu pour tous les résumer, mais les biais éventuellement qu'apportent les algorithmes, la discrimination qui peut intervenir lorsque l'on fait tourner des algorithmes de façon systématique, le fait que, dans le fond, les algorithmes nous servent à travers un service qui peut être de plus en plus personnalisé, mais peut-être que les effets collectifs de ces algorithmes sont moins satisfaisants. On va parler probablement de l'assurance.
on est très content d'avoir des prestations d'assurance qui sont algorithmées et donc optimisées par un algorithme, mais peut-être qu'à terme se pose la question de la mutualisation du système de l'assurance. Donc il y a toute une série finalement de questions éthiques qui ont été soulevées à travers ces débats publics. Et pour nous, CNIL, il y a une question qui a été récurrentement posée, c'est dans le fond, est-ce que notre modèle juridique, entre guillemets, mais éthique, d'encadrement des données en Europe et en France, est-ce qu'il est compatible avec le fait, pour la France et pour l'Europe, d'être gagnant dans cette compétition mondiale sur les algorithmes? Et ça, c'est une question, je dirais, absolument majeure, parce que si notre approche française ou européenne est incompatible avec le fait pour la France de gagner la bataille des algorithmes, j'imagine que M. Villani aura quelque chose à dire là-dessus, c'est quand même un peu ennuyeux. Et donc, on a exploré vraiment cette question, et la réponse, et d'ailleurs c'est intéressant, parce que la réponse, elle est assez commune, c'est un peu commun à tous les débats dans tous les secteurs. C'est que dans le fond, le problème, il n'est pas là. On a, et il ne faut pas s'abriter derrière cette éventuelle excuse, on a le cadre juridique qui permet tout à fait à la France et à l'Europe de participer à ce débat et à cette compétition mondiale. On a suffisamment de souplesse. L'accès aux données, en fait, est tout à fait possible et tout à fait réel pour faire tourner les algorithmes, notamment les nouveaux d'apprentissage. En revanche, il y a toute une série de mesures qui peuvent être envisagées. Et donc, le rapport, en fait, liste toutes ces propositions qui vont de l'éducation à la formation, à une obligation d'audit des algorithmes beaucoup plus importante que nous ne l'avons aujourd'hui. Et puis aussi 2 propositions de 2 nouveaux principes qui ne sont pas nécessairement des principes juridiques, mais qui nous paraissent être des principes très structurants, le principe de loyauté et le principe de vigilance, pour justement développer un cadre européen et peut-être d'ailleurs international sur les algorithmes. Voilà très, très brièvement ce qu'il y a dans ce rapport. Donc il y a ces recommandations, hein, il y en a 6 en l'occurrence, et pour tous ceux qui seraient intéressés, le rapport est disponible sur le site de la CNIL. Absolument. Alors Cédric Villani, justement, la suite, ce sera de votre côté, ce sera le prolongement au fond du travail de la CNIL avec ce rapport que vous allez rendre fin mars? Le travail de la CNIL nourrit notre réflexion et y participe. Et l'une des particularités de notre rapport, c'est que notre feuille de route était excessivement large. On nous demandait de travailler sur l'intelligence artificielle à travers tous les leviers possibles. S'intéresser aux questions industrielles et tous les secteurs envisageables, s'intéresser à la question du rapport entre IA et éducation, comment est-ce qu'on peut sensibiliser nos jeunes à ce sujet à l'âge qui convient, et la question de l'emploi, bien sûr, la question de l'éthique, bien sûr, nous sommes saisis de la question de l'environnement par rapport à l'IA, parce que intelligence artificielle sont des techniques grandes consommatrices d'énergie, grandes consommatrices aussi de supercalculateurs, et en même temps qu'on a conscience de ce que l'Europe a un retard important à rattraper en infrastructure de calcul, de cloud et ce que vous voulez, en même temps, l'Europe a un devoir de conserver l'idéal écologique en ligne de mire, et ça demande une réflexion sur les pratiques, voire les architectures. Tous ces aspects étaient là sous le radar, et l'idée du rapport, c'était ne négliger aucune piste, travailler sur le côté opérationnel. Comment, par exemple, on va assurer que les ministères se mettent à niveau avec l'expertise qu'il faut à l'intérieur, et ainsi de suite. Tout à l'heure, Isabelle Falque-Perrotin évoquait le cadre juridique qui permet de mener des expérimentations, d'avoir accès aux données. C'est le cadre juridique tel qu'il est sur le papier. Dans la pratique, quand on va sur le terrain et qu'on demande aux startups comment ça se passe avec vous pour l'exploitation des données, les réponses habituelles sont les délais de réponse des institutions sont beaucoup trop lents. Disent la CNIL a fait un gros travail, ils sont dans des bonnes dispositions et tout ça, mais on a la réponse en 9 mois, là où il la faudrait en 6, et même là où ça serait plutôt 3 mois pour permettre de lancer les expérimentations d'une façon qui ne mette pas notre modèle économique à nous start-up en jeu.
et ainsi de suite. Donc il y a un travail qui n'est pas seulement sur le cadre juridique, mais aussi opérationnellement comment ça marche. Alors dans le deuxième débat tout à l'heure, on vous révélera aussi les résultats de ce sondage qui a été réalisé par l'Institut CSA avec France Inter et Libération, justement sur le rapport des Français à l'intelligence artificielle pour voir quels sont les centres d'intérêt et aussi les préoccupations. On verra que l'éthique précisément et certains sujets d'inquiétude remontent beaucoup dans les réponses des personnes interrogées. Amael. En tout cas, ce qui est frappant, hein, c'est qu'en général, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a à la fois énormément d'enthousiasme et énormément d'angoisse. Alors Pascal Demurger, la Maïf s'empare aussi de ce sujet. Vous êtes dans les deux. Est-ce qu'on fait attention quand on se lance sur cette piste-là? Et comment est-ce que vous travaillez cette question-là? Alors, on fait forcément attention quand on se lance sur ce sujet, parce que finalement, quand on est dirigeant d'entreprise, on est face, d'une certaine manière, à un dilemme qui est complexe quand même. Soit, effectivement, on considère que l'intelligence artificielle fait peser une menace réelle sur l'emploi et vient concurrencer l'emploi humain, j'allais dire, et on est plutôt dans une posture de renoncement, mais qui en réalité n'a absolument pas d'avenir, j'allais dire. C'est un petit peu comme si une entreprise, dans les années 70, avait renoncé à l'informatique. Cette entreprise, il y a longtemps qu'elle n'existerait plus. Et donc la pérennité de l'entreprise, évidemment, impose d'être complètement au niveau sur ces sujets de digitalisation en général et d'intelligence artificielle en particulier. Soit on est en effet dans une logique d'implémentation de l'intelligence artificielle à tout crin, avec un risque de substitution de l'emploi par l'intelligence artificielle qui est un risque réel. Alors face à ce dilemme, comment réagir? Est-ce qu'il y a une solution médiane finalement possible? Est-ce qu'il y a un intermédiaire possible? Moi je pense qu'une solution médiane ne serait pas vraiment à la hauteur des enjeux qui sont considérables. En revanche, je crois qu'il faut au contraire afficher une posture assez forte, c'est ce que l'on essaye de faire à la Maïf en l'occurrence, posture consistant à dire oui, nous devons aller au bout de ce que propose, de ce que promet, j'allais dire, l'intelligence artificielle en termes d'amélioration du service rendu à nos assurés, à nos sociétaires, en termes d'amélioration aussi du travail de nos collaborateurs, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui peuvent être prises en charge par l'IA qui décharge les collaborateurs, mais sans jamais rentrer dans une logique de substitution. Et aujourd'hui, effectivement, on a implémenté un certain nombre de services issus directement de l'intelligence artificielle qui améliorent considérablement le service. Concrètement, alors, donnez-nous des exemples pour qu'on comprenne. Très concrètement, alors ce sont des choses effectivement très, très concrètes, très opérationnelles. Premier cas d'usage dans l'assurance, ça va être par exemple la lutte contre la fraude. La lutte contre la fraude, c'est important, y compris quand on est soi-même assuré, parce que évidemment, si la lutte contre la fraude est efficace, ça veut dire que la cotisation des autres assurés va pouvoir baisser, que personne ne profite du système. Clairement, le croisement des données dont on dispose sur un portefeuille d'assurés permet de démanteler des réseaux de fraudeurs que jamais on n'aurait pu démanteler sans l'appui de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aide concrètement l'amélioration du conseil que nos conseillers vont pouvoir donner, que ce soit en face à face ou que ce soit au téléphone, à nos assurés. Par exemple, il existe un outil d'intelligence artificielle qui est capable, dans l'instant, de comparer la totalité des garanties, de la totalité des contrats, de la totalité de la concurrence, du marché. Ça, évidemment, aucun cerveau humain n'est capable de faire ça. Ça veut dire que l'on peut conseiller un sociétaire, l'orienter, le guider, lui dire attention, là vous n'aurez pas telle garantie, là au contraire vous serez mieux couvert, etc. Ça peut être la préparation, le soutien aux réponses aux milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de mails que nous recevons toutes les semaines et auxquels c'est vrai qu'il est toujours difficile de répondre dans des délais très courts. Or le mail, les gens attendent évidemment des réponses immédiates ou quasi immédiates. L'intelligence artificielle permet de lire ces mails, de commencer à les trier, etc. Je pourrais multiplier les exemples opérationnels, mais qui sont, en tout cas, dans lesquels on essaye toujours d'être dans une logique d'amélioration, pas de substitution.
On pourra parler aussi de la voiture autonome tout à l'heure, hein, qui change Bien aussi, sûr. pour le coup, pour un assureur. L'arrivée Le cœur du métier. de la voiture a beaucoup changé les choses aussi. Catherine Malabou, alors j'aimerais qu'on entende la philosophe aussi sur ces questions. Alors là, peut-être aussi entre le cerveau humain et la machine, est-ce que les rapports entre les deux ont été complètement bouleversés là, ces dernières années avec vraiment l'essor de l'IA? Oui, ça, je pense que les rapports ont été totalement bouleversés et que on vit aujourd'hui un changement de paradigme total. Mais alors, dans ce que j'entends, je pense qu'on peut quand même distinguer deux niveaux. Quand on parle de l'intelligence artificielle, le niveau quantitatif avec les algorithmes, etc., la vitesse, l'accélération, bon, tout ce qu'une machine est capable de faire en termes quantitatifs. Mais je crois que ce qui fait peur aujourd'hui, enfin en tout cas ce qui pose question, c'est l'aspect plus qualitatif, c'est-à-dire est-ce qu'un système d'intelligence artificielle est capable de reproduire, de simuler tout ce qui, dans l'intelligence humaine, entre guillemets, est de l'ordre qualitatif, c'est-à-dire la créativité, l'imagination, l'émotion, tout ce qui introduit du désir, en fait, dans l'acte de penser, et pas seulement de calculer. Donc, je pense que le philosophe, c'est là-dessus qu'il doit en fait répondre. Et je crois que si on pouvait, jusqu'à très récemment, bon, il y a quelque chose dans le cerveau humain qui est très important, qui est sa plasticité. Si on pouvait, jusqu'à très récemment, dire bon, la grande différence entre un cerveau humain et un cerveau artificiel, c'est la plasticité. Le cerveau humain est plastique, il est capable de se régénérer, etc., mais pas la machine. Eh bien, aujourd'hui, avec l'invention des réseaux de neurones, avec les puces synaptiques, avec le but des programmes comme Human Brain de simuler entièrement un cortex, disons, la frontière devient plus poreuse. Et je crois que le philosophe, c'est ça qu'il doit interroger. Donc on est capable de faire des robots avec des cerveaux synthétiques aujourd'hui, quasiment, ou pas? On en est encore très très loin. Je lis partout, mais bien sûr que non, jamais. Je lis jamais. Moi, à titre d'hypothèse, j'ai envie de penser que ça va être évidemment possible. En tout cas, c'est le but de Blue Brain à Lausanne. C'est quand même la cartographie. Pour l'instant, elle est loin d'être complète, mais... Alors, je vois Yann Lequin dans la salle, pour qui les réseaux de neurones sont le quotidien. Il aura probablement des choses à en dire tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne sur la question de l'emploi, parce que dans tous les cas, de toute façon, plus il y a d'automatisation et plus ça pose question à la fois sur le partage de l'emploi et donc sur le partage des richesses. Cédric Villani, qu'est-ce qui s'est dit dans les auditions, les rencontres que vous avez menées justement sur ce sujet, et comment est-ce qu'on aborde cette question-là, même si du point de vue des prévisions, on entend parfois un peu tout et son contraire. Enfin, en tout cas, sur les chiffres, il n'y a pas forcément de consensus sur ce qui peut se dessiner à court ou moyen terme, mais la question est quand même très clairement dans l'air. On entend tout et son contraire. Et avant de répondre à la question, j'aimerais faire une mini digression qui rebondira sur la question précédente et qui nous donnera quelques éléments de réflexion pour venir à la vôtre. Tout à l'heure, vous disiez... On s'intéresse avant tout à la question, du point de vue philosophe, quand est-ce que l'artificiel, ce qui a été fait par l'algorithme, est capable de créativité, d'inventivité, et ainsi de suite. Et je me souviens d'une présentation faite par Demis Hassabis, le porteur du projet AlphaGo, l'algorithme qui s'est avéré être extraordinairement fort au jeu de Go et qui a battu à plat de couture Lee Sedol, l'un des joueurs de Go les plus légendaires de tous les temps. Et dans sa présentation, il expliquait qu'il est indéniable que l'algorithme a fait preuve de créativité, au sens où il est allé chercher des coups que même les meilleurs humains n'avaient jamais découverts. Tout le temps que le Go avait été pratiqué, certains coups, certaines façons de jouer étaient juste en dehors des cartes, à tel point que dans certains cas, quand le coup est arrivé, les commentateurs ont cru qu'il s'agissait d'une erreur. Et en même temps, on ne peut pas dire que l'algorithme ait fait preuve d'efficacité dans cette créativité, parce que il est extrêmement besogneux si on le rapporte à l'échelle humaine. Il a besoin d'explorer tout. La première version d'AlphaGo commençait par digérer un stock de parties monstrueux et ensuite travailler à essayer des coups au hasard jusqu'à en trouver qui soient efficaces. La deuxième version
s'inspirait pas du tout des humains, mais allait encore plus loin dans cette exploration de tous les coups possibles. Et donc, je ne sais pas, si on le traduisait en années humaines de jeu, ça serait des millions d'années, peut-être des milliards. Je ne sais pas si Yann peut nous dire exactement quelle est la période de temps auquel ça correspondrait pour un genre humain, mais c'est vraiment très, très besogneux. N'empêche qu'à la fin, il y a la créativité au sens où il y a eu une création, et l'algorithme est allé sur un terrain où l'humain ne s'était jamais aventuré. Donc, on peut avancer dans ce débat déjà en ce sens. Et puis ensuite, la remarque d'après que Hassabis prenait un malin plaisir à nous expliquer, c'est que à la suite de cet exploit retransmis par les télévisions du monde entier, les ventes de jeux de Go avaient monté en flèche dans le monde. Ce qui montre bien, même s'il s'agit d'un jeu, que ce n'est pas parce que les humains, les algorithmes nous battent sur une activité qu'on s'interdit de la faire. Et ce qui est important après, c'est que dans un jeu, il y a l'aspect efficacité, performance, c'est moi le meilleur, et ainsi de suite. Mais il y a aussi l'aspect social. On est heureux de jouer entre humains, ça nous apporte quelque chose. On est aussi entre humains de réfléchir au jeu. Et l'algorithme est venu même apporter des billes aux théoriciens du jeu de Go qui se sont rendus compte que les humains étaient bien plus mauvais que ce qu'ils croyaient. Ils en étaient arrivés à se dire qu'ils n'étaient pas si loin de la perfection, qu'avec tout ce savoir, tous les siècles pendant lesquels on avait joué au Go en Asie, on avait atteint un niveau vraiment extraordinaire. Finalement, le score sec de l'algorithme face à l'Isidol 9-1, ça venait porter un coup à ça, surtout après quand est venu le score de la deuxième version de AlphaGo, qui elle écrabouillait la première version, qui elle-même avait écrabouillé l'humain. Donc, l'amour-propre des théoriciens du Go en a pris un coup, et finalement, on s'est retrouvé à remettre en cause des connaissances sur l'humain. Et là, il y a un enjeu à travers l'intelligence artificielle qui est important. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur nous? Maintenant, c'est là que je fais le lien avec votre question sur le travail. Il y a aussi plein de choses à travers ça qu'on va apprendre sur nous, et le défi il va être en grande partie la balle va être dans notre camp, sur la façon dont les pratiques du travail vont évoluer. Et il va y avoir des emplois qui vont se transformer. Combien, quelle proportion, c'est dur, ça dépend de comment on compte tout ça. Des emplois qui vont se créer, des emplois qui vont se détruire. Combien et en quelle proportion, on entend tout et son contraire. Mais il va aussi y avoir un enjeu de redistribution des cartes. Quel genre de travail nous, on va vouloir faire, quel genre de travail on va laisser à la machine, comment on va se recentrer, y compris comment peut-être on va se recentrer sur des emplois vraiment humains, pas forcément qualifiés, pas forcément en rapport avec la machine. Repartage des tâches dans lesquelles on va en réapprendre sur notre relation au travail. Donc là aussi, il y a de la plasticité finalement. Hein. Ça va nous demander beaucoup de plasticité, tout ça. Et on a coutume de dire que les humains, on est très fiers de notre plasticité, qu'on peut s'adapter à tout. Ben, ça va être le moment de tester, voilà, de le montrer. de prouver. Allez, chiche, humain, tu es plastique, vas-y, montre-nous. Isabelle Falque-Pierrotin, cette question de l'emploi, elle était évidemment présente dans le rapport de la CNIL. Elle était présente, mais peut-être d'une autre manière que ce qui vient d'être exprimé, pour dire que, dans le fond, on s'est aperçu dans ce débat public que ce métier, entre guillemets, des algorithmes, il était en fait partagé par plein de gens. C'est-à-dire qu'en fait, on était probablement plus face à une chaîne algorithmique, avec des concepteurs, des utilisateurs, des gens qui font tourner les algorithmes, le grand public, et que l'enjeu, et là je ne parle pas simplement en termes d'emploi, c'était si l'on veut avoir un objectif, une politique publique en termes d'algorithme ou de IA, il importe de mobiliser toute la chaîne. Et pas simplement le développeur en amont ou l'utilisateur en aval. Et ça devient quelque chose qui évidemment est beaucoup plus difficile. La deuxième remarque que les interventions précédentes me poussent à faire, c'est que, dans le fond, on voit bien que ces algorithmes en permanence progressent. Et ils essayent de se rapprocher de plus en plus, peut-être pas de la manière dont nous fonctionnons, mais en tout cas des résultats que nous pouvons avoir. Mais il nous a quand même été dit beaucoup que, dans le fond, on ne savait pas quand même comment beaucoup ça marchait. Et donc, ceci nous a conduit à l'expression de ce principe qui nous paraît structurant et intéressant de vigilance. C'est-à-dire que, dans le fond, on va avoir de plus en plus d'algorithmes, on accorde de plus en plus de crédit à ces algorithmes, et par moments, le fonctionnement de ces algorithmes produit des effets inattendus.
Et donc, il faut que toute cette chaîne algorithmique soit vigilante, justement, sur la production éventuelle d'effets inattendus. Et donc, ce principe de vigilance, ça nous paraît être un des 2 principes supplémentaires qu'on peut développer et qu'on doit adopter si l'on veut véritablement que les algorithmes jouent le rôle qu'ils doivent jouer dans la société actuelle. Alors, effectivement, la vigilance, Pascal Demurger, j'imagine que c'est une question que vous vous posez, parce que parmi les grosses questions que soulève l'intelligence artificielle, il y a la question des données, et pour le coup, vous manipulez énormément de données personnelles. Donc, comment est-ce qu'on réfléchit à cette question-là et comment on fait en sorte précisément de respecter le droit à la vie privée et les préconisations de la loi informatique et liberté que la CNIL est chargée de faire appliquer? Alors peut-être avant de venir sur la question des données qui est complètement fondamentale, hein, peut-être juste un ou 2 mots sur la question de l'emploi. Cédric Villani le disait, il y a un sujet d'adaptation en réalité. Hein. Ce sujet d'adaptation, je pense qu'il pose deux questions. D'abord, la question de la rapidité de l'adaptation. Souvent, on nous décrit cette évolution comme étant une énième, peu importe, 3e, 4e, peu importe, révolution industrielle, et en nous disant qu'au fond, les emplois qui avaient été détruits dans les précédentes avaient été remplacés dans d'autres secteurs, et que finalement, les choses devraient se passer à peu près de la même manière. Il y aura des emplois dans le tertiaire, on voit bien lesquels, qui vont être détruits en masse, mais il y aura en compensation, en quelque sorte, d'autres emplois, précisément autour de ces sujets des algorithmes, du numérique et de l'intelligence artificielle, qui vont se créer. Avec quand même une différence importante par rapport aux précédentes révolutions industrielles, c'est simplement la question de la durée. On est là dans des projections de durée extrêmement courtes, qui précisément permettent très difficilement de s'adapter et de trouver une réponse sociale complète, globale à ces évolutions. Le deuxième sujet sur cette question de l'adaptation, moi je pense en effet que l'adaptation doit être globale, mais elle ne concerne pas seulement les entreprises. Vous disiez très justement que ça concerne évidemment les gouvernements, les États sur des sujets de réglementation. Je pense que ça concerne les entreprises, bien sûr, sur la question de qu'est-ce que j'accepte de faire de l'intelligence artificielle, et est-ce que, pour reprendre les termes de tout à l'heure, est-ce que je suis dans une logique de substitution ou pas. Ça impose aussi des changements de comportement chez les consommateurs, je pense. Est-ce que le consommateur va faire jouer la concurrence exclusivement ou très principalement sur la question du seul prix? Et dans ce cas-là, on sera immanquablement dans une logique de substitution, parce que l'IA, c'est quoi? C'est une main-d'œuvre gratuite à terme. Hein, le coût marginal de l'intelligence artificielle est quasiment un coût marginal nul. Hein, donc à terme, c'est une manœuvre qui est effectivement quasiment gratuite. Ou est-ce que le consommateur sera plutôt dans une posture sans doute un peu plus responsable de recherche, peut-être de prestations de meilleure qualité avec une interaction humaine et tenant compte aussi des impacts de sa consommation sur son environnement. Alors sur la question des données, parce que vous Oui. avez quand même publié une charte au sein de la Maïf concernant précisément les données. Alors qu'est-ce qui est dit dans cette charte? Comment une entreprise comme la vôtre s'engage sur ce terrain sensible? Alors ce terrain est effectivement extrêmement sensible. Nous avons décidé de publier une charte il y a déjà 1 an sur le sujet, dans lequel on prend un certain nombre d'engagements sur la protection des données des consommateurs, des clients, des sociétaires de la Maïf. À la fois sur le niveau de transparence et d'information que nous leur devons. Les clients d'une entreprise sont en droit de connaître, de savoir de quelles données dispose l'entreprise en question. Sur la possibilité qui est ouverte à tout moment, sous réserve évidemment du respect des réglementations en vigueur, mais la possibilité qui leur est ouverte de demander un droit à l'oubli, en quelque sorte, de faire valoir un droit à l'oubli, et donc de demander à l'entreprise l'effacement des données dont elle dispose. Et puis, naturellement, la possibilité aussi
que l'on appelle généralement le droit à la portabilité, de récupération de ces données pour pouvoir les confier éventuellement à un autre opérateur, à une autre entreprise si on le souhaite. Il est vrai que peu d'entreprises aujourd'hui ont pris ces engagements. Nous, il nous a semblé complètement légitime de prendre ces engagements. Vos assurés, ils sont sensibles ? Alors, nos assurés, ils sont sensibles. Vous savez, lorsque l'on est une mutuelle d'assurance, on est d'abord sur une activité qui nécessite une relation de confiance relativement forte, et par ailleurs dans un fonctionnement mutualiste, dans lequel les consommateurs sont à la gouvernance de l'entreprise en réalité, et dont le modèle économique repose sur une très forte fidélisation de son portefeuille d'assurés. Le sujet de la confiance est complètement au cœur, donc bien sûr, ils y sont complètement sensibles. Ouais. Catherine Malabou, on parlait de nécessité de s'adapter. Cédric Villani disait on va être obligé de s'adapter. On le voit avec la question de l'emploi, avec la question de la vie privée qui est posée. Et en même temps, historiquement, il y a toujours eu des mouvements de refus des évolutions technologiques. Finalement, c'est quoi la particularité de ce qu'on est en train de vivre? Et comment est-ce qu'on va pouvoir justement être suffisamment plastique pour absorber tout ça? Je réfléchissais avant de venir et je pensais à ce texte de Freud qui est très connu, qui dit il y a eu 3 grandes blessures narcissiques depuis le début de l'humanité. Il y a eu Copernic, l'homme n'est pas au centre de la Terre. Il y a eu Darwin avec l'évolution. Il y a eu la psychanalyse. Je crois que l'intelligence artificielle pourrait constituer quelque chose comme une 4e blessure narcissique. C'est-à-dire que le refus dont vous parlez, évidemment, il est social, il est politique, mais je pense aussi qu'il est psychique. C'est-à-dire que l'humain se sent un peu, en compétition, se sent un peu détrôné un peu de sa place de centre. Comment est-ce qu'on va s'adapter? Je crois que, comme disait monsieur, l'adaptation, d'une certaine façon, elle va se faire toute seule et très vite. Mais je veux dire que, psychologiquement, je pense qu'il faut apprendre à dédramatiser, ce qui est un peu exaspérant aujourd'hui, c'est tous les scénarios du type science-fiction, soit transhumaniste, l'humanité augmentée, etc., soit au contraire, l'intelligence artificielle va nous tuer. Je crois éviter ce genre de scénario qui, en fait, empêche une approche rationnelle du problème. Isabelle Falque-Pierrotin, la CNIL va aussi devoir s'adapter sur son champ de compétences, qui est précisément la protection des données personnelles. Ça vous met au défi de quoi, finalement, tout ça? Je ne crois pas nécessairement que la CNIL doive adapter ses compétences. Je crois qu'en revanche, si on ne fait rien, je ne suis pas sûre que l'intelligence artificielle, la vision que la France ou l'Europe peut avoir de l'intelligence artificielle s'installe naturellement. Et je crois que on voit bien qu'on est à un moment où s'affrontent un certain nombre de visions de cette intelligence artificielle, de l'utilisation des algorithmes. Et la question que collectivement nous pouvons nous poser, c'est dans le fond, quelle est la vision française ou européenne que nous voulons défendre? Ce que nous avons vu dans ce débat public, c'est que il y avait une crainte, il y avait des espoirs à la fois considérables, mais que d'une certaine manière, si on ne traitait pas la crainte, il y avait aussi un risque que ce magnifique moteur de l'intelligence artificielle et de l'IA s'arrête. Il y a quand même un certain nombre d'exemples. Je pense à un projet de recherche, par exemple, très intéressant qui a été mené en Angleterre avec les gens de Google, qui s'est arrêté parce que, dans le fond, les individus ont eu peur. Donc, moi, je crois que la CNIL est là pour accompagner tous ces mouvements, toutes ces expérimentations. Je crois, et je n'ai pas d'exemple précis où ça ne serait pas le cas, je suis absolument convaincue que le cadre juridique actuel offre toutes les solutions possibles. Bien sûr qu'il y a peut-être des retards, et je pense notamment que vous parlez en matière de santé. Mais en matière de santé, on a légiféré l'année dernière, enfin en 2016. Je faisais le point justement ce matin en me disant quelle est la situation justement en matière de recherche en santé. Aujourd'hui, 67 jours
pour donner une autorisation en termes de santé, non pas du fait de la CNIL, mais compte tenu de toute la chaîne de consultation des différentes instances, pour que les chercheurs qui ont un projet en santé aient une autorisation. 67 jours. La loi avait prévu 3 mois, on est à 67 jours. Donc c'est pas mal. Donc ce que je crois, c'est que le cadre juridique, il permet de faire ce que l'on veut faire. En revanche, on a besoin de projets. Et dans le rapport que nous avons produit, nous avons par exemple suggéré, puisque souvent on dit on n'a pas assez de données pour faire de l'intelligence artificielle, pour faire tourner les algorithmes. Il a été mentionné le droit à la portabilité. Le droit à la portabilité, c'est un droit formidable qui va nous être reconnu aux uns et aux autres à partir du mois de mai prochain. Vous pouvez récupérer toutes les données qui ont été collectées sur vous par les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, les vendeurs électroniques, etc. Ce que nous proposons dans le rapport, c'est justement qu'il y ait une sorte de projet national permettant, à partir de toutes ces données récupérées par les individus, de lancer justement une initiative commune autour de l'IA. Concrètement, nous verrons si, dans le fond, on sait les utiliser. Donc, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas agiter des fausses difficultés. Je ne crois pas, très honnêtement, que la difficulté principale pour bâtir une stratégie de l'IA soit dans la difficulté du cadre juridique. Il y a plein d'autres sujets liés à l'éducation, liés à la mobilisation et l'interaction entre les chercheurs et les entreprises. Enfin, il y a plein de sujets. Cédric Villani. Alors. Oui, d'abord un commentaire. Je rejoins Isabelle Falque-Perrotin sur le fait que la difficulté juridique n'est pas la difficulté majeure. Surtout maintenant que nous avons le RGPD, le règlement européen qui est arrivé, on voit sur cet exemple d'ailleurs ce que l'échelle européenne peut nous apporter. Si on avait attendu une homogénéisation, une harmonisation du droit de tous les pays membres, on aurait pu attendre très longtemps. Là, c'est quelque chose qui, en plus, une initiative au départ du Parlement européen, qui va s'imposer à tous et qui va nous assurer un niveau de protection important et qui va participer à la confiance. Sur les questions, sur cette question d'autorisation par rapport au programme de santé, c'est un exemple typique où, quand on est un observateur tiers, on a un travail d'aller-retour, et on va continuer à le faire d'ailleurs, même après la première version de notre rapport, entre les organismes eux-mêmes et les chercheurs, les gens de l'art. Hier, j'étais à l'Académie des sciences, à l'Académie de médecine, pour un groupe de travail joint Académie de médecine et Académie des sciences sur le sujet, et il y en avait plein qui parlaient du cadre, d'autorisation de projets, certaines dues à vous, d'autres dues à d'autres organismes, qui prenaient beaucoup de temps. Le record était pour notre collègue Emmanuel Bacry, occupé à triturer les entrailles du SNIRAM, la grande base de données des actes administratifs de remboursement médical, qui parlait de 2 ans d'autorisation. Et dans cet aller-retour, on voit plein de choses et différents points de vue. Alors maintenant, un petit clin d'œil à ce que à ce que vous disiez sur les 3 blessures narcissiques. En vous écoutant, je me demandais, tiens, si on cherchait les blessures narcissiques des sciences mathématiques. Première grande blessure narcissique, quand on a découvert qu'on était incapable de démontrer le 6e postulat d'Euclide. Pour ceux qui savent, oui, je ne vais pas entrer dans les détails, cher Mathieu. Mais ça a été le point de départ de toute la géométrie non euclidienne, où on dit que par une droite, il peut passer plusieurs parallèles, par un point passer plusieurs parallèles à une droite, des choses comme ça. En tout cas, première blessure narcissique. Deuxième grande blessure narcissique, ça a été le théorème d'incomplétude de Gödel, qui vous dit, en gros, même quand je me donne les axiomes, il y a des choses qui sont vraies et impossibles à prouver. Cette deuxième, qui nous dit qu'en gros, il y a des choses qu'on ne pourra jamais savoir au sens mathématique. Cette deuxième blessure narcissique, elle a été aggravée par Alan Turing, qui a démontré qu'en plus, on ne peut jamais savoir a priori quels sont les théorèmes dont on ne peut jamais identifier a priori ceux qu'on saura démontrer et ceux qu'on ne saura pas démontrer. Alan Turing est considéré comme l'un des pères de l'intelligence artificielle. Et c'est l'un des accidents les plus incroyables de la science que, suite à la réflexion sur des problèmes de logique aussi théoriques,
et fait partie de ce qui a une essence à l'informatique. Il y a des choses aussi concrètes que ce qui va maintenant derrière l'intelligence artificielle et autres. Et là, on arrive à la troisième grande blessure narcissique, peut-être, c'est que les sciences mathématiques et l'algorithmique théorique s'avèrent incapables de comprendre le pourquoi de l'efficacité actuelle des algorithmes d'intelligence artificielle. Pourquoi on est tous en train d'en parler et pourquoi c'est tellement le buzz et tellement la course? C'est parce qu'il y a 10 ans, personne ne pensait que ça irait aussi vite. Il y a 5 ans, Yann Lequin, qu'on évoquait tout à l'heure, et quelques collègues et les gens de son équipe ont démontré que certaines techniques étaient beaucoup plus efficaces que ce qui était prévu dans la résolution de problèmes, les techniques de réseau profond. Et les mêmes experts qui, il y a encore 5 ans, nous disaient les réseaux de neurones profonds, on a essayé, ça ne marche pas, c'est juste has-been. Maintenant, nous disent oui, ça marche, bon, ça marche très bien, oui, ça marche excellemment bien, honnêtement, on ne sait pas pourquoi. Et là, il y a une vraie blessure narcissique mathématique où on voit la théorie en retard sur la pratique, incapable d'expliquer ce succès. Et la science aussi va devoir se remettre en question et s'adapter pour faire face à cette troisième blessure narcissique. Amel, une dernière question avant de passer à vos questions. Préparez-les, on aura un quart d'heure pour discuter ensemble, donc ça va passer assez vite. Mais vous pouvez déjà donc, réfléchir au point que vous souhaitez aborder avec nos invités. Dernière question, Maëlle. Oui, effectivement, c'est passé très vite. Cédric Villani le disait, ça marche très bien, ça marche très vite. Ça soulève parfois des questions assez vertigineuses, notamment sur la voiture autonome, par exemple. Qui est responsable quand il y a un accident ? Est-ce que c'est la personne qui était dans la voiture? Est-ce que c'est le concepteur de l'intelligence artificielle qu'il y a derrière? Ça soulève des questions auxquelles on va être confronté très vite. Et du coup, Pascal Demurger, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est la blessure narcissique de l'assureur. C'est la blessure narcissique de l'assureur, absolument. Mais en même temps, c'est très bien pour un dirigeant d'entreprise d'avoir des blessures narcissiques. Ça évite le développement de l'ego. Voilà, c'est ça. Non, le véhicule autonome pour un assureur, c'est juste un bouleversement absolument considérable. Il y a le bouleversement, effectivement, auquel vous faisiez allusion, hein, c'est-à-dire c'est l'ensemble, au fond. C'est pas très grave, mais c'est l'ensemble du droit de la responsabilité, de l'attribution de la responsabilité qui se pose. Par hypothèse, la responsabilité du conducteur, c'est quoi dans un véhicule qui n'a plus de conducteur? Et donc, en effet, il faut revisiter un héritage juridique qui est quand même relativement important. Mais les sujets qui sont posés par le véhicule autonome sont plus nombreux que ça. D'abord, un véhicule autonome, c'est un véhicule par hypothèse très connecté, et c'est une sorte d'aspirateur à données au fond. Et le véhicule autonome est capable, comme tous les véhicules connectés, de faire remonter énormément d'informations, énormément de données, et pas seulement des données statutaires, des données froides, des données qui n'évoluent pas, sa date de naissance, la date à laquelle on a obtenu son permis de conduire ou que sais-je, mais des données chaudes, des données comportementales. Quel style de conduite j'ai? Est-ce que j'accélère fortement? Est-ce que je freine brutalement? Comment je prends mes virages? Est-ce que je roule la nuit, le jour? Est-ce que je circule plutôt sur autoroute, en ville ou sur des petites routes, etc. Et on voit bien que ces données comportementales, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le déchirement du voile d'ignorance finalement de l'assureur. Hein, c'est-à-dire que la multiplication de ces données permet évidemment une identification du niveau de risque encouru beaucoup plus précise de la part de l'assureur et risque de conduire finalement à une individualisation à la fois des couvertures et des primes qui va complètement à l'encontre de toute logique de mutualisation qui est le fondement de l'assurance. Les projections, c'est quoi? C'est beaucoup moins d'accidents finalement à l'avenir avec ces voitures autonomes? Énorme, beaucoup moins d'accidents. Vous allez gagner beaucoup d'argent? La généralisation, non, on va faire considérablement baisser les primes. Alors ça, on le retient. Hein. On n'oubliera pas. Hein. On considère que la généralisation des véhicules autonomes, donc le jour où il n'y aura que des véhicules autonomes sur les routes françaises, par exemple, c'est un ordre de grandeur de l'ordre de 80 à 90% d'accidents en moins. Considérable. Considérable. Ouais. Avec derrière peut-être un troisième enjeu sur les véhicules autonomes, mais qui est un enjeu assez considérable, qui est un enjeu finalement, j'allais presque dire, d'automatisation de l'éthique. Dit autrement, ça pose des questions éthiques a priori qui sont relativement complexes.
Comment le véhicule doit-il réagir dans une situation donnée quand il a, par exemple, le choix de renverser le piéton qui traverse devant le véhicule ou, au contraire, orienter le véhicule sur un platane pour éviter le piéton, mais mettre en danger la vie du conducteur. Comment on décide finalement en amont comment on arbitre entre des choix de cette nature. Ouais, je ne sais pas si les lois d'Asimov y suffiront pour le coup. Allez, il est 20h, on se donne jusqu'à 20h15, comme on a commencé à 19h15 pour vos questions.